الآن ننتقل إلى القسم الثاني والأخير من هذا الدرس، وهو تأمل موجه عن المسألة الأخيرة التي تناولناها في هذا الحوار، وهي كلينيك دو لا لونتور، أي عيادة البطء، تبطئة كل شيء، وهو ما تحدثنا عنه في آخر في تفسير آخر حكمة لبوذا، كما يقول المعلم البوذي المعاصر: تبطئة كل شيء، أن نعيش على البطيء، وهذا بأن نذهب في التيار المعاكس لحضارة اليوم التي تسرع كل شيء. وهذا التسريع هو تشغيل، وأكثر من تشغيل، إتعاب للجهاز السمتاوي، في حين أن الجهاز ما بعد السمتاوي من فرط ما نتركه بلا شغل بلا عمل يصير عاجزا عن تهدئتنا، وبالتالي عاجزا عن إرخائنا واسترخائنا. Voilà donc, Dr Jacques Vigne, à vous de nous guider dans une méditation dans le thème général clinique de la lenteur. Voilà, donc on va commencer par une respiration avec, comme d'habitude, une syllabe par battement de cœur. Et donc, j'ai proposé une forme. تأمل كما دائما كما العادة، مقطع مع كل نبضة قلب. Alors, c'est important qu'il y ait 4 syllabes à l'inspire, 4 syllabes à l'expire, et on fait un home, poumon vide et poumon plein. إذن 4 مقاطع على الشهيق، و4 مقاطع على الزفير، ونفعل ذلك أيضا بقبض النفس والرئتان ممتلئتان، وكذلك قبض النفس والرئتان فارغتان. Et alors, la formule, c'est une injonction qu'on fait à soi-même. إذن الصيغة هي أيضا ما نطلب أو نوحي لنفسنا كي نفعل. Donc, sur l'inspire, on se dit mentalement par la lenteur. على الشهيق نقول ببطء. Et home, poumon plein. Sur un battement de cœur, poumon plein. عندما نقبض النفس والرئتان ممتلئتان. Sur l'expiration, on dit touche le sacré, comme si on se parlait à soi-même, touche le sacré. وعلى الزفير نلمس المقدس، كما لو أننا نحدث أنفسنا. Voilà, alors, l'important, c'est qu'il y ait 4 battements de cœur à l'inspire. S'il y a plus de syllabes en arabe, on peut faire 3 C'est syllabes pratiquement sur les les mêmes. pulsations. J'ai fait une traduction pareille. D'accord, très bien. Voilà, hein, donc on fait 4 ça مقاطع على الشهيق، ثم قبض النفس رئتان ممتلئتان، و4 مقاطع على الزفير، وقبض النفس والرئتان فارغتان. Et comme d'habitude, l'expiration est naturellement plus lente que l'inspire, avec des battements de cœur plus lents aussi. وكالعادة الزفير يكون أبطأ من الشهيق، وبالتالي نبضات القلب على الزفير تكون أبطأ. Et c'est important de ne pas oublier le home poumon plein, parce que ça fait dire à notre corps qu'il a le temps. ومن المهم أن لا ننسى أن نردد الأوم والرئتان ممتلئتان، لأن هذا يعلم ويذكر الجسم أن لديه المتسع من الوقت كي لا يسرع. C'est comme si
sur le haut poumon plein, il y avait un lotus qui s'épanouissait dans le ciel. كما لو أن على الأم بالرئتان ممتلئتان لوتس في الفضاء. Et sur l'expiration, le lotus qui est tombé comme une pluie sur terre. وكما لو أنه على الزفير هذا اللوتس ينهمر يسقط على الأرض مثل انهمار المطر. Donc on commence par la lenteur. Om touche le sacré Om. Om ببطء بطيئا وعلى زفير. Om العمل المقدس. Vous vous rééquilibrez constamment avec une amplitude du souffle spontanée et naturelle, même si le rythme est fixé par les battements de cœur, mais l'amplitude est libre. نوازن الزفير والشهيق بإيقاع التنفس نطيله كي نحافظ على هذه التبطئة. Vraiment l'écoute du corps et avoir l'amplitude respiratoire exacte que le corps souhaite. إذن أيضا مع المدى للتنفس والمدى الأمبليتود أي الإيقاع للجسد الذي يتوافق مع هذه التبطئة.
Bien accéléré sur l'inspiration, c'est naturel aussi. أن نسرع قليلا على الشهيق، هذا أمر طبيعي. C'est naturel d'avoir besoin d'air à l'inspire et donc on satisfait ce besoin naturel. من الطبيعي أن نشعر بالحاجة إلى الهواء على الشهيق، وبالتالي أن نرضي، أن نشبع هذه الحاجة. Sur l'expiration, on satisfait ce besoin naturel, donc on peut prendre tout son temps pour sentir les lotus qui tombent sur terre. وعلى الزفير يمكن أن نأخذ كامل وقتنا كي نتحسس هذا اللوتس، التنفس ولوتس التبطئة البطء. C'est important, si on a été distrait, de revenir à la récitation avec le sourire. À la récitation. Oui, à la récitation de la formule avec le sourire. إذا من المهم إذا شعرنا أننا تشتتنا في التأمل أن نرجع إلى تلاوة الصيغة التي تحدثنا عنها عن التبطئة، ولكن مع بسمة، أن لا نغضب من أنفسنا نتيجة هذا التشتت. C'est une forme de bienveillance envers soi-même. إنها نوع من الحنو نحو الذات. Plutôt que de se faire des reproches pour avoir été distrait, se féliciter d'avoir pensé à revenir à la formule. إذن عوض أن نلوم أنفسنا لأننا تشتتنا، أن نهنئ أنفسنا أننا انتبهنا وعدنا إلى تلاوة هذه الصيغة، أي عدنا إلى التركيز في هذا التأمل.
Respecter l'amplitude naturelle du souffle. أيضا نحترم المدى والإيقاع الطبيعي للنفس. Pour intensifier la conscience dans la lenteur expiratoire, on peut utiliser l'index droit. إذن كي نقوي التركيز مع التنفس يمكن أن نستخدم الإصبع الأيمن. On a plutôt donc la main droite avec la paume vers le bas. إذن غالبا ما تكون اليد اليمنى مع راحة اليد نحو الأسفل. Sur l'inspire, on détend l'index droit. Sur l'expire, on l'étire. Sur l'inspire, on détend. Oui, sur l'inspire, on détend. Sur l'expire, on étire. إذن على الشهيق نرخي الإصبع الأيمن الباهم وعلى الزفير نشده. Donc, c'est non seulement plus de lenteur sur l'expiration, mais plus de conscience aussi. ليس فقط على الزفير بطء أكثر ولكن أيضا انتباه، المزيد من الانتباه، بطء وانتباه. On continue sinon avec la même formule. ونتابع مع الصيغة عينها. Maintenant, on complète la même pratique. والآن نتابع ونكمل هذه الممارسة. On sent et visualise l'index de lumière au centre du cœur. نتخيل باهن نوراني في مركز القلب. Toujours donc détente sur l'inspire, extension sur l'expire. دائما تبطئة على الزفير.
Maintenant, on va faire ça en marche lente. Et donc, faites-vous mettre debout et commencer la marche lente. إذا الآن الممارسة عينها ولكن ونحن نمشي مشيا بطيئا. Par exemple, peut-être 2 syllabes par pas et pour le haut, يمكن un pas complet. مثلا مقطعين مع كل خطوة. Souvenez-vous, même dans la marche, consciente que l'amplitude respiratoire reste libre. إذا تنبهوا أن تبقى الإيقاع التنفسي في المشي حرا. Maintenant, on essaie de faire encore plus lentement. والآن نحاول أن نمشي ببطء أكثر بمزيد من البطء. Quitte à changer un petit peu le lien avec les respirations, mais faire les pas vraiment lentement, la récitation vraiment lentement. سنبطئ المشي وأيضا ترداد هذه الصيغة ببطء أكثر بمزيد من البطء.
Maintenant, faites-vous rasseoir et on va faire une dernière méditation sur le ralentissement des pensées. والآن يمكنكم أن تجلسوا من جديد وسنقوم بممارسة تأمل أخير حول تبطئة الأفكار جعلها أكثر بطئا. Quand on demandait à Vijayanath pourquoi il avait passé 18 ans dans l'Himalaya, dont 8 ans à Dolchina, il répondait de temps en temps, c'était pour ralentir les pensées. عندما كان يطرح السؤال على معلمنا فيجياناندا لماذا بقيت 8 سنوات متتالية في هذه المحبسة التي فيها الدكتور جاكفيني الآن متأملا لتمارس التأمل، فكان يجيب كي أجعل الأفكار أكثر بطئا، أبطئ الأفكار. Quand on ralentit les pensées, il y a un espace entre les pensées qui apparaît. Tu reprends là, ça a été coupé. Quand on ralentit les pensées, il y a un espace entre ces pensées qui apparaît. إذن عندما نبطئ الأفكار هناك فراغ بين هذه الأفكار يظهر بصورة أوضح. Et dans cet espace, on peut voir la nature de l'esprit. وفي هذا الفضاء الفارغ يمكن أن نرى طبيعة الفكر. Tenzin Palmo dit que c'est comme dans le métro, on dit mind the gap, c'est-à-dire faites attention à l'espace entre le marchepied et le quai. كما تقول تنظيم بالمو في المترو، انتبهوا إلى هذا الفراغ، أي الفراغ بين عتبة المترو وباب المترو. Mais contrairement au métro où on fait attention à l'espace pour ne pas tomber dedans, dans méditation, on fait attention à l'espace entre les pensées pour tomber dedans. ولكن الفرق أن هنا مع التأمل العكس تماما. في المترو ننتبه على هذا الفراغ كي لا نقع فيه، أما في التأمل فنتنبه لهذا الفراغ بين فكرتين كي نقع فيه.
On peut voir ça comme l'intérieur des cratères. Il y a la lave qui est fondue, mais elle refroidit. Mais entre les croûtes refroidies, on voit la lave complètement liquide qui ressort et qui est plus lumineuse. Donc c'est comme ça, les croûtes, c'est les pensées. L'espace entre les croûtes, c'est la lave lumineuse. هكذا هي الأفكار والفاصل النوراني بينها هو الفراغ النوراني الذي يدخل في راحة وفي حال من السكون عميقة جدا. Si aussi, voir la vacuité déjà entre les phénomènes, entre les pensées. هو أيضا أن نرى الفراغ بين الأفكار La vacuité n'est pas abstraite, elle est là entre chaque pensée. الفراغ ليس أمرا مجردا، إنه هنا بين فكرة وأخرى. Mais pour l'observer, il faut ralentir le mental. ولكن كي نستطيع أن نلحظ هذا الفراغ علينا أن نبطئ الفكر. Maintenant, on peut faire le Aum très prolongé. والآن الأوم الممدد والختامي. Et plutôt grave, ça permet aussi de ralentir le mental. والتدخين الذي يمكن أن يبطئ الفكر. Oui, Jacques, déjà grand merci pour cette belle méditation et quelques questions justement concernant ce que tu as dit et ce que tu as conseillé durant cette méditation. Et clinique de la lenteur, donc la lenteur, on peut dire en gros, de l'action en vue d'arriver à la lenteur de la pensée, c'est ça l'objectif? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc plus on y va lentement dans l'action et même dans la parole,
Et ça va entraîner une certaine lenteur de la pensée? On peut dire quelque chose comme ça. Voilà, c'est vrai, quand je suis revenu à Dolcina, le simple fait de m'arrêter dans la montée pour écouter le silence des arbres, c'était un ralentissement aussi. Donc, j'ai bien senti cette clinique de la lenteur. Mmh. Et Et puis, quand on fonctionne en retraite sans rendez-vous, on n'a pas à tenir un emploi du temps à la minute. Et ça aussi, ça permet de prendre plus de temps pour faire les choses, d'aller à son rythme, comme on dit. oui, mais tu viens de dire qu'on conseille d'avoir un programme, quotidien et le suivre, pour ne pas Oui, tomber dans alors, la léthargie. il y a un juste milieu, Mmh. c'est-à-dire, on a un programme structuré, effectivement, mais on n'est pas à la minute, c'est-à-dire, c'est une succession qui est structurée. Mais si on a envie de prendre un peu plus de temps ou un peu moins pour une des phases de la journée, on le fait, on est libre pour ça. Mmh. Donc je reviens, l'objectif essentiel, c'est de ralentir ce phénomène de pensée, c'est cette succession de pensées. Oui, oui, oui. C'est un bouillonnement. Il faut réussir à mettre une louche de froide dans la soupe qui bout. C'est une comparaison d'un maître zen à propos du koban, des énigmes, mais toutes les formes de méditation, quand elles sont bien faites, ça a cet effet de ralentissement, comme une louche de froide dans la soupe qui bout. Tout de suite, l'ébullition s'arrête. Mmh. Une autre question sur ce que déjà tu as conseillé et dit, on dit, tu dis, quand on se sent distrait, ne pas se reprocher de notre manque de concentration, de distraction, mais plutôt se remercier en quelque sorte qu'on est revenu à la concentration. Il ne faut jamais se reprocher cet aspect de refuser, parce que normalement, et quand on commence à méditer, on est gêné par cette distraction qui est très souvent, elle vient à rythme assez fort. Oui, mais donc, il ne faut pas en faire une histoire d'ego, et donc comprendre que ça réduit notre ego de voir qu'on est beaucoup plus distrait qu'on ne pensait. Mais ce n'est pas une raison pour déprimer. D'habitude, on a une tendance anxio-dépressive et on prend cette distraction comme une manière de se flageller. Et ce n'est pas bon parce qu'on se flagelle déjà assez dans la vie courante, les autres nous flagellent aussi. Donc, c'est pas besoin d'utiliser la méditation pour en rajouter une couche. Au contraire, on doit développer la bienveillance envers soi-même. Et le Bouddha Accepter disait donc, à la fin de chaque accepter cette méditation, nature de turbulente de l'esprit et oui, on puis peut la s'encourager. corriger en même temps. Oui, s'encourager en disant qu'on a essayé d'aimer l'esprit. Et il y a beaucoup de gens qui n'essaient même pas, qui ne se soient même pas pour méditer. Et donc, Tenzin Palmo le disait dans une interview récente, il y a des gens qui viennent la voir en disant, j'ai un mauvais karma qui m'empêche de réussir en méditation. Et Tenzin Palmo leur répond, mais le fait même que vous essayez de méditer, c'est déjà un bon karma. Beaucoup de gens n'essaient même pas de méditer. Hmm. Donc, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Donc, il faut vraiment le voir à moitié plein. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu Swami conseilles en fin de Vivekananda, compte et pour cette distraction assez fréquente qu'on sent et puis qu'on sent pendant des années? oui, oui, oui. Donc, il y a des moyens de se calmer. Déjà, quand on sent qu'on est très agité, ça peut être marcher ou alors s'allonger et puis faire des arrêts poumons vides. Ça aide à mettre la louche d'eau froide dans la soupe bouillante. Arrêt poumon vide Marche, et marche. méditation allongée aussi. Et mais méditation allongée, on a moins de possibilités, de pouvoir de se concentrer dans ce cas. On est plus égaré dans Oui, la pensée quand on est allongé. mais en même temps, on se relaxe bien et donc on peut faire une partie allongée, le temps de se calmer et puis ensuite se rasseoir pour éviter de s'endormir, se rasseoir avec le dos droit. Donc, il y a un équilibre à trouver, savoir changer et alterner de façon équilibrée.
Mais il y a des écoles qui disent que allonger, c'est pas une méditation, c'est une somnolence beaucoup plus. Mais j'en ai parlé avec Tenzin Palmo et elle dit que bien sûr, allonger, ça peut être une vraie méditation. Le Bouddha le dit aussi. Il dit qu'il faut être conscient dans les quatre postures, y compris la posture allongée. Et il y a un grand maître et poète zen, c'était Ryokan. Il dit la nuit, je fais zazen sans zazen. C'est-à-dire, il garde la même conscience que la méditation assise, mais en étant allongé. Mhm. Mhm. Et Alan Wallace, il explique clairement que quand on est assis, donc la posture bien droite aide à la vigilance, mais quand on est allongé, la vigilance vient uniquement de la décision psychologique d'être vigilant. Mais ça s'entraîne comme le reste. Mhm. Et une question, Jacques, sur et ce dont tu as parlé de la double flèche, cette deuxième Oui, flèche, ben, ben, on s'y est tellement habitué que finalement, n'importe quel mal, n'importe quelle douleur nous cause une souffrance. Et les deux viennent ensemble. On n'arrive pas facilement à dissocier, à séparer la douleur, la vraie douleur corporelle de la souffrance qu'elle nous cause. oui, pour ça, la méditation de l'oignon est très bonne. Si on a mal au genou droit, par exemple, déjà comprendre qu'il y a des pelures d'oignon sous forme de tension autour du genou droit qui augmentent la douleur finalement, mais qui sont inutiles. Donc déjà relaxer la gangue de tension autour de de la douleur physique, et puis ensuite s'apercevoir que cette gangue est plus large, c'est-à-dire parce qu'on a une douleur au genou droit, on peut avoir une tension dans le ventre ou dans les mâchoires et apprendre à détendre tout ça comme des pelures d'oignon qu'on défait pour arriver au centre qui est la douleur physique elle-même. Et quand on défait toutes les pelures d'oignon, on s'aperçoit que la douleur physique aura beaucoup diminué. Et dans la vie quotidienne, quand on a un mal, même un petit mal, souvent c'est la souffrance de ce mal qui est plus grande et c'est elle qui nous fait souffrir plutôt que le mal lui-même. Oui, c'est ça. C'est un des grands effets dans les études qu'on fait sur la méditation de pleine conscience, effet sur la douleur, c'est que on apprend à ne pas anticiper. Par exemple, si on descend les escaliers et qu'à cause de l'arthrose au pied, on a régulièrement mal, eh bien, la plupart des gens, ils se montent un cinéma avant même de descendre les étages en disant je vais avoir mal. Mais on a étudié de très près les bons méditants, les experts en méditation, et eux, ils n'anticipent pas la douleur. Et ça, c'est une vraie Bah, capacité qui se justement, développe avec la anticiper la méditation. douleur ou bien avoir peur de cette douleur nous cause cette douleur. C'est ça. Et ensuite, les méditants non experts, ils continuent avec la douleur, même quand il n'y a plus de raison d'avoir mal. Par exemple, on fait des douleurs, comme aspirer très fort la peau avec une pompe. Ça fait une petite douleur. Et les gens qui ne sont pas expérimentés en méditation, ils gardent cette douleur pendant longtemps, ils réagissent contre, ils sont agités, etc. Alors que les méditants, dès que la cause de douleur est finie, ils n'y pensent plus. Et ça s'observe à l'EEG. Et ça devient un trait, c'est-à-dire une modification permanente du fonctionnement cérébral des experts en méditation. Ils n'anticipent pas la douleur et ils n'entretiennent pas. Donc, on a pris le pli d'anticiper et d'entretenir la douleur, la sensation de la douleur. Oui, et ça fait des catastrophes aussi dans les relations humaines, parce que quand il y a des problèmes, les gens d'un côté et de l'autre s'attendent aux problèmes, donc les anticipent, et puis une fois que le problème est venu, par exemple une colère, que la continue à tourner autour, et donc c'est le même mécanisme, mais c'est plus la douleur physique, c'est une douleur émotionnelle dans la relation, mais si on l'anticipe et puis on la fait perdurer, c'est sûr que les choses s'empireront. Oui, Alors que mais si justement, on, ce cas dont on est victime en quelque sorte, comment s'en sortir? Le fait ben, d'anticiper et de faire durer la douleur, de faire durer la douleur après qu'elle soit physiquement disparue. revient à l'esprit d'enfance, hein, l'enfant, il est beaucoup plus dans le présent que l'adulte. Et donc, ça, c'est une qualité de l'enfant qu'il nous faut retrouver. Et puis, sinon, on peut méditer sur un proverbe indien que citait Mananda Mahi,
ou c'était peut-être elle qui avait fait l'expression, je ne sais pas, sadhu karag, panikadag. C'est-à-dire, rag, c'est la rage, sadhu du religieux, du moine, panikadag, vaguelette ou tache, pani sur l'eau. Et donc, des sannyasis peuvent se mettre en colère ou faire semblant de se mettre en colère, mais ce qu'il y a de particulier chez eux, c'est que ça ne dure pas. Alors que chez la personne ordinaire, comme après une douleur qui Oui, mais continue, tu peux il y a une amertume après la retraduire colère qui entretient l'expression la de douleur. Mahananda Mahi en français? Oui, donc sadhu karag, c'est-à-dire la rage du sadhu, pani kadag. Dag, ça veut dire vaguelette, tache, et pani sur l'eau, ou panika, Oui, mais reprends l'expression en français vaguelette sur sans l'eau. l'expression hindi. Oui, donc la rage du sadhu, et c'est une vaguelette sur l'eau. C'est une vaguelette sur l'eau? Sur l'eau. Oui. Mhm. C'est qu'elle disparaît vite. Elle disparaît vite, c'est ça. Mhm. Donc, il faut s'y entraîner à ne pas... Et moi, c'est ça ma question précise, Jacques. On est dans ce gouffre, dans ce problème. C'est qu'on anticipe une douleur et on la perdure, on la fait durer même après ce qu'elle disparaisse. Et maintenant, comment s'en sortir de ce cercle vicieux? Ben, on peut beaucoup méditer sur le mantra zen, d'instant en instant, ouvrir la main de l'esprit. Parce que anticiper la douleur comme la faire perdurer plus qu'on ne le doit, c'est fermer la main de l'esprit. Et donc, C'est d'instant en quoi instant, fermer la main d'esprit? oui, quand on s'accroche à une douleur, à l'idée de la douleur, qui n'est pas encore arrivée ou qui est déjà passée, c'est fermer la main d'esprit en pratique. Et donc, il faut prendre comme antidote cette formule zen, d'instant en instant, ouvrir la main de l'esprit. D'instant en instant, ouvrir la main d'esprit. OK. C'est fondamental comme formule. Notre mental Prenons habituel, il s'accroche à tout, y compris aux douleurs. Ouais. Et donc, si on ouvre la main de l'esprit, on a l'habitude à décrocher. Mhm. Le problème, c'est le problème de tout le monde, cette deuxième flèche. D'abord, on n'y est pas conscient. Un. Deux, Oui. même si on est conscient, bah, ce n'est pas évident de s'en sortir, tellement on est habitué à fonctionner comme ça, que même si on est conscient que c'est la souffrance, ce n'est pas la douleur elle-même, mais elle est tellement devenue en quelque sorte pas réelle, mais cette imagination est tellement imposante que Solide, oui. Oui, ouais, oui. elle est solide. Oui, oui. Et donc, une bonne manière pour désagréger ce qui est solide, c'est l'humour. Parce que ce qui est solide, c'est relié à la solidité de l'ego. Mais si on applique l'humour, l'ego s'enfuit. Hein, Tenzin Palmo, elle dit clairement, l'ego et l'humour, c'est comme l'huile et l'eau. Hein, s'il y a l'humour, il n'y a plus l'ego. Mhm. Comme Donc, l'huile avoir et de l'eau. l'humour vis-à-vis de sa fixation sur la douleur. Mhm. Et se moquer de nous-mêmes en quelque sorte de ce mécanisme Oui, de se moquer de pensée. nous-mêmes. On est comme un enfant qui, quand il a une petite douleur, il crie tant qu'il peut parce que voilà, il n'est pas content. Et donc, la mère a de l'humour et grâce à son humour, elle réussit à le calmer. Et aussi, on peut faire ce que font les mères avec les enfants. Elles souffrent sur la douleur, et sur le bobo de l'enfant et elles lui disent maintenant, c'est parti au ciel. Et comme l'enfant est suggestible, il sent réellement que Oui, la oui, douleur est partie il grâce croit à la malgré mère. que sa mère, enfin, était en train de plaisanter, mais il croit à ce qu'elle dit. Oui, c'est ça, oui. Et Elle puis, souffle, les mères elle savent que souffle ça comme marche et ça, donc et elles lui, il l'utilisent. est content que voilà, la douleur est partie. Oui, 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 oui. Donc, on peut faire ça mentalement, hein, souffler sur sa douleur, comme une mère calme l'enfant comme ça. Et donc, est-ce qu'on a la mère et l'enfant, nous? Et il faut savoir utiliser cette relation à bon escient. Mhm. De manière générale, quand on avait demandé lors d'une émission du Cambodge à Marc de Smet comment gérer la douleur en méditation, il a dit la principale, c'est d'inspirer et d'expirer à travers la douleur. Donc, ça revient à ça finalement.
Bah, ça, ce que tu as plusieurs fois enseigné là dans les méditations, Oui, oui, inspirer, oui, c'est une expirer, pratique fondamentale. même durant la journée. Oui, même pendant la journée, on peut faire ça tout à fait. Puis ça ramène l'attention au souffle, donc on revient à un souffle naturel. Et quand le souffle est naturel, la douleur diminue beaucoup. Parce qu'une des parties de la douleur, c'est qu'elle bloque le souffle. Ça va ensemble. Donc si on débloque le souffle, la douleur se débloque aussi. Si on bloque ou on débloque le souffle. Si on débloque le souffle, la souffrance se débloque. Hmm. Jacques, dernière question là-dessus. Bah, je sais bien que tu écris un livre sur la douleur. Où est-ce que tu en es? Eh bien, j'ai pas mal d'idées, j'ai fait un gros travail de préparation et maintenant, il faut que je rédige quand même mes parties. Donc, demain et après-demain, je vais développer la rédaction. Voilà, mais je pense terminer à la Guadeloupe. Oui, je n'aurai pas le temps de terminer là. Mais Tu as voilà, commencé le déjà fait d'avoir fait avec à vous aussi. écrire ou c'est toujours, tu es dans le... Oui, j'ai des parties déjà décrites, puis il faut que je réunisse des tas de petits bouts qui sont faits déjà écrits. Et voilà, donc, mais à la Guadeloupe, j'aurai 3 semaines de pratiquement libre. Et donc, là, je pourrai terminer, je n'aurai pas à me déplacer. OK. Ma dernière question, Jacques, tu as parlé de l'amplitude respiratoire et une respiration libre même durant la marche. Mais avec la marche, c'est plutôt une respiration plus rapide parce qu'il y a un effort physique, non? Oui, alors, on peut faire un lien de pas et rythme respiratoire du style 2 pas sur l'inspire, 2 pas sur l'expire, ou prendre un rythme qui nous plaît. Donc, tout ça, c'est bien. Mais donc, il faut garder l'amplitude respiratoire libre. On pourrait dire que le rythme régulier, c'est comme le système sympathique qui est stimulé parce qu'on doit faire attention. Et l'amplitude respiratoire libre, c'est une relaxation. Donc, c'est une stimulation du système parasympathique. Et donc, les deux ensemble, c'est ça qui fait rentrer en méditation profonde. Donc, c'est important de se contenter d'avoir un souffle rythmé, mais aussi que l'amplitude respiratoire soit libre. Ça fait un bon équilibre. Mhm. Entendu, ben, ça fait déjà 2 heures et plus qu'on est en ligne. Je sais pas, tu peux prendre une question peut-être ou deux. Oui, ou deux, hein, j'ai quand même 5 minutes. Oui, mais Oui. questions dans le sujet, pas des questions en général, sinon. Oui. Oui, j'aurais voulu revenir à tes aphorismes, Louis, Oui. dont tu m'as fait des livres, parce que j'en ai mis quelques-uns dans le Gemma et j'ai une amie qui m'a répondu avec 3 qui l'ont particulièrement frappé. C'est les mots ont le pouvoir de détruire ou de guérir. Lorsqu'ils expriment la compassion, ils peuvent transformer le monde. C'est très beau. Et il y en a une sur laquelle ça me semble bizarre. La victoire engendre la haine, la défaite engendre la souffrance. L'homme sage ne cherche ni la victoire ni la défaite. Et la victoire engendre la haine. Mais pourquoi? C'est beau la victoire. La haine de celui qui est vaincu. D'ailleurs, ça, c'est dans le Dharmapada Ah oui, de Bouddha, dans ce que sens-là. finalement, toute guerre, On même traîne si la on guerre est suivante, oui. vainqueur, bah, il y a une oppression qu'elle va être toujours engendrée ou revenue. Qu'est-ce que tu en penses, Jacques? Oui, on a vu ça dans l'histoire au XXe siècle. La guerre de 1870 a entraîné la guerre de 14 qui a entraîné la guerre de 40 jours. Ouais, ouais, ouais. Et puis même la Deuxième Guerre mondiale qui a entraîné une guerre froide. Et voilà, maintenant, ça ne se termine pas. Oui, et maintenant la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et l'Amérique qui oui, a cru la victoire après la chute de l'URSS, et maintenant on revient à cette bipolarité entre Chine et l'Amérique, et ça ne se termine pas. oui. Mais les mots ont le pouvoir de détruire ou de guérir. Il y a des mots qui tuent. Bah, certainement. Oui, oui. Certainement, même en arabe, on a un proverbe qui dit Al-harbu awwaluha kalamu. La guerre commence toujours par des mots. Et dans toute Oui. guerre,
les guerres, c'est essentiellement, on commence par des querelles verbales qui entraînent Oui. une guerre. N'est-ce pas, Jacques? Ça fait augmenter la variable, puis ensuite on passe à l'acte. Ouais, ouais. Et les mots Ah, ont le merci pouvoir pour de cet détruire ou intérêt. De de toute façon, guérir, oui. l'article que tu as fait dans JEMA, c'était très beau. C'est avec cette anthologie. Ah, ils sont magnifiques, les aphorismes. Je vais continuer, oui, oui. Ça a parlé à cette personne qui m'a écrit à propos de ça, justement. Ben, Et puis le justement, troisième, c'était on peut être ouvert à tout, mais empli de bonté, compatissant, mais serein. Que ta vie soit comme les cordes d'un bel instrument, ni trop tendu, ni trop lâche. Oui, ça c'est connu, c'est Bouddha qui l'a dit et même qui l'a répété dans plusieurs fois. Et c'est ça ce qu'il appelle la voie du juste milieu. Du milieu. Voilà, ni trop lâche, ni trop tendu. Oui. Oui, Oui, ça fait partie du discours de Sarnath, son premier enseignement. Quoi? J'ai pas entendu, Jack. Ça fait partie du discours de Sarnath, son premier enseignement sur les 4 nobles vérités. C'est dedans. Ah oui. Et l'essentiel, tous ces aphorismes, ces paroles sont de l'ordre pratique. On peut. Oui. On peut mettre en pratique chacun. Ouais. Quotidiennement. Ouais. Oui, c'est très beau. Et tu as dit, ça fera presque 20 livres? Non, j'ai dit un livre de 300 aphorismes. Ah, pas 20, j'avais compris 20. C'est-à-dire une page pour chaque aphorisme, français, anglais et arabe. Oui, pas 20. Et ce livre, donc, j'attends toujours la préface de Jacques Vigne en tant qu'enseignant, parce que moi, je lui pose cette question, pourquoi lui, il a choisi déjà d'enseigner la méditation bouddhiste. Ce qu'il appelle méditation laïque, c'est une méditation bouddhiste en quelque sorte. C'est beau de l'appeler laïque. C'est vrai que ça tient beaucoup du bouddhisme, oui. Oui, donc pourquoi ce choix? Et là, je vais parler de 3 ou 4 enseignants de méditation contemporaine bouddhiste. Tenzin Palmo, Jacques Vigne et Thich Nhat Hanh. Donc, quelle est, disons, la spécificité, quel apport elle a à cette méditation bouddhiste à l'homme contemporain et pourquoi elle est laïque? Pourquoi tout le monde peut la faire sans s'introduire dans une déjà appartenance ou bien dans un système de pensée religieux? Oui, c'est important de développer ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de terminer cette séance? C'est une belle séance, un peu longue, mais quand même, on a un petit peu repris cet esprit de méditation qu'on a presque, disons pas perdu, mais on a maintenant cette nostalgie. Les gens m'écrivent que voilà, vous avez tardé à reprendre ou bien à vous réunir. Donc voilà notre prochaine rencontre, Jacques. On a dit c'est le 19 avril. Voilà, elle a noté, elle va déjà diffuser l'information. Elle est toujours à jour, Geneviève. Voilà, donc le 19 avril, à la même heure, de toute façon, vous serez avisé d'abord par Geneviève qui fait toujours son boulot d'une manière parfaite et moi-même encore, je vous enverrai sur vos téléphones, elle sur vos emails pour vous rappeler ce nouveau rendez-vous en espérant qu'à partir du mois de mai, on pourra avoir 2 séances par mois au lieu d'une seule, comme on est en train de le faire actuellement. N'est-ce pas, Jacques? On va voir, oui. et toujours, donc, pour les voyages, là, tu t'es proposé de me dire une chose, de reporter le projet de voyage du Liban, mais est-ce que tu as maintenant une, disons, je sais pas, une date éventuelle?
Oui, je pense qu'on pourrait faire ça en mai. Tu dis qu'en mai, Ouais. ça réouvre la Vallée Sainte. Oh oui, ça fait, tu dis, mais donc à ce moment 2024. Oui, c'est ça. Hein. Entendu. On en parlera donc. Voilà. Très bien, oui, parce Bonsoir à que vous tous. déplacer les gens en septembre, ce n'est pas un bon plan parce qu'ils ont déjà pris leurs vacances juste avant et en Hmm, général, ils n'ont pas le temps de reprendre des secondes. hmm. Oui, je l'ai déjà changé dans le programme. Parce qu'on avait Oui, mis pour le très bien. 25 septembre, j'ai déjà changé. Oui, très Donc, bien. Et à la prochaine. Voilà. merci. Merci Allez, beaucoup. Merci au revoir. beaucoup. Jaima. Merci. Jaima. 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 Ah, Thibaut, on ne l'a pas vu. Thibaut, tu auras prochainement les interviews sur J'ai tardé. Ah oui, c'est gentil, oui, parce que ça m'arrange énormément. Sinon, je fais à l'oreille et vu que je ne suis pas fluent Oui, non plus. très prochainement parce que j'attendais normalement donc un ensemble d'une dizaine. Et c'est aujourd'hui qu'on arrive à une dizaine de. Ok. Donc, en fait, il y a les deux dernières à mettre, juste. Oui, il y a mais nous, donc un groupe d'une dizaine de vidéos, je dis, de documents. Ah oui, d'accord. Ah oui, je comprends, tu fais tout. Oui, oui. Bon, tout le monde arrive maintenant, alors. Ça va. Très bien. Voilà, plus. Merci.